Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Top Comics, le podcast qui explore pour vous toute la richesse et les métamorphoses de la culture comics. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, le lancement du label DC Absolute en France. 3 albums, 3 héros emblématiques, 3 nouvelles origines et une seule question, faut-il tout réécrire pour redonner envie ? On le sait, l'univers des comics vit au rythme de ses renaissances. Tous les 10 ou 20 ans, il faut rouvrir les portes, proposer de nouveaux points d'entrée, repenser les mythes, et DC Comics ne fait pas exception à la règle. Alors, que vaut vraiment ce label Absolute ? Est-ce une bonne idée de revisiter de fond en comble les histoires de Superman, Wonder Woman et Batman ? Et surtout, à qui ça s'adresse ? Aux nouveaux venus perdus dans les crises à répétition, ou bien aux vieux lecteurs un peu blasés en quête d'un nouveau frisson ? Dans cet épisode, nous vous donnons nos premières impressions, nous passerons en revue les 3 séries, nous parlerons de la forme, du fond et de l'avenir du label, car oui, Absolute ne fait que commencer et DC semble vouloir miser gros. Allez, c'est parti, direction un monde où les héros sont forgés dans la douleur, où l'espoir est un vilain et où le chaos dicte ses règles. Bienvenue dans l'univers DC Absolute et pour l'explorer, je suis accompagné de mes 2 fidèles compagnons. D'un côté, Doup, que vous pouvez lire sur Super Pouvoir. Bonsoir Doup. Oui, et bonsoir à tous. On peut aussi me voir un peu sur Bruce Lee aussi, voilà. Et sur Super Pouvoir et sur Radio Grand Ciel. Enfin, tout le monde le sait, que je suis le Wolverine des sites, enfin, ce que vous voulez. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et en tout cas, on est ravis d'être là, Stéphane. Et pour nous accompagner, Ben Wave, Ben Benjamin, que vous pouvez lire sur Sanctuary ou bien sur Comics Office. Bonsoir Ben. Bonsoir. Et donc, moi, j'ai envie de démarrer ce podcast sur la gamme Absolute DC, enfin DC Absolute, en vous posant une question. On va pas tout de suite parler à proprement parler des titres, mais j'aurais voulu avoir vos impressions lorsque vous avez appris le lancement de ce nouveau label chez DC. Qu'est-ce que vous avez pensé, ressenti ? Est-ce que c'était, alors évidemment, je balaie un spectre assez large. Est-ce que c'était, ouais, bon, allez, encore un nouveau Elseworld, et puis dans 6 mois c'est fini, ou bien est-ce que vous étiez particulièrement enthousiaste devant cette idée ? Ben, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était de la crotte. Non, j'étais réfractaire initialement et je réserve mon avis sur la qualité des productions parce qu'en fait ça me rappelait dans l'esprit et dans la présentation des choses qui sont encore assez récentes finalement pour la plupart d'entre nous. C'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup de l'époque New 52 dans beaucoup des principes de base, des éléments. Évidemment pour Batman, le fait d'avoir le retour de Scott Snyder qui a animé une des meilleures séries New 52, celle avec le plus gros succès véritablement pendant 52 épisodes, le voir revenir sur Batman, c'était un signe par rapport à ça. Également, ce Superman avec une approche plus kryptonienne, un costume mis en avant dans la promotion kryptonien, ça rappelait aussi les débuts du New 52 avec le fameux costume armure de Superman. J'étais un peu plus intéressé par la Wonder Woman, qui avait un principe qui me semblait un peu divergent, mais franchement au début, j'étais pas convaincu et j'avais même pas vraiment envie de donner la chance au produit parce que je trouvais que c'était un nouveau gadget, que c'était pas vraiment pertinent parce que j'aime bien la période qu'on a eue ces derniers temps chez DC depuis l'époque Infinite Frontier avec Dark Crisis, avec divers événements et éléments par rapport à ça, la montée en puissance de Joshua Williamson puis de Mark Waid, et du coup j'étais pas convaincu. Et c'est pour ça qu'au début, j'avais pas vraiment envie de lire ça. Je trouvais que ça allait être bateau et basique. Et toi, Doup, ton impression ? Pareil. Pareil, je me suis dit, bon, encore un truc qui sert à rien, ça va s'arrêter au bout de 4 numéros. Après, je dois avouer que moi, le casting de départ, puisque les 3 séries ont été les 3 qu'on va chroniquer aujourd'hui, ont été les 3 premières qui ont été annoncées. Le casting, moi, Scott Snyder, moi, il m'a fait arrêter Batman, donc de fait, fatalement, je pouvais pas me dire que ça allait être bien, même si, encore une fois, il a fait des très bonnes choses. Jason Aaron, moi, j'ai plus rien lu de lui depuis très très longtemps. Kelly Thompson, à la rigueur, avait pu me provoquer un haussement de sourcil, même si je ne connaissais pas encore Aidan Sherman, le dessinateur.
Nick Dragota, ouais, très bien. Je me dis c'est pas mal. Moi, j'avais beaucoup aimé Nick Dragota sur East of West, sur plein de choses qu'il avait faites. Nick Dragota, il avait commencé encreur de Michael Red sur X-Force, X-Statix. Rafa Sandoval, bof, j'aime pas. Je me suis dit, ouais, encore un truc qui se fera sans moi. Et puis, finalement, en voyant les previews, et puis en étant un petit peu contaminé par la hype, de fait, puisque tout le monde a commencé à en parler, je me suis dit, on va pas être plus débile que les autres, on va regarder ce que ça vaut, quoi. Et donc, voilà pourquoi j'ai décidé de lire les 3. Et toi, Stéphane ? Moi, j'ai pas eu tout à fait la même réaction que vous, c'est-à-dire que j'étais pas encore suffisamment blasé pour regarder ça un peu en mode oh là là, qu'est-ce que ça va être, etc., etc. J'étais en fait assez curieux de voir si le pari allait être tenu, c'est-à-dire cette idée de dire on va vraiment chambouler les personnages, on va vraiment vous secouer. Et c'est ça qui, lors de l'annonce, m'a un peu intrigué, au-delà de l'aspect univers corrompu, ambiance dark, etc. Bon, on nous l'a fait 40 fois, donc c'était pas vraiment le problème. Moi, c'était de voir jusqu'à quel point ils allaient pousser le curseur du changement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on lit des Elseworlds, quand on lit des comics de Superman, Wonder Woman ou Batman avec des récits alternatifs, c'est cool, mais en fait, ça s'écarte vraiment pas forcément beaucoup du canon. Parfois un petit peu plus que d'autres, mais souvent on reste quand même dans les couloirs qui ont été tracés par les premiers épisodes. Donc j'étais curieux de voir, et en même temps je dois avouer qu'il y avait un petit côté en moi qui me disait si c'est encore pour nous faire un truc tiède, voilà quoi, c'est pas la peine. Mais j'étais curieux de voir s'ils allaient tenir cette ligne-là. Et donc voilà, on va en discuter, voir si effectivement ça a tenu ses promesses ou pas. Voilà. Ce que je vous propose de faire, ça va être de prendre chacun des titres dans l'ordre de leur publication aux États-Unis, sachant que c'est d'abord Absolute Batman qui est sorti en premier, puis quelques jours après Absolute Wonder Woman, et enfin Absolute Superman. Et je vous propose de commencer par le Absolute Batman. Absolute Batman en plus c'est la série qui a eu le plus de succès, ça a été un raz-de-marée aux États-Unis. Quelle surprise. On parle de 400 000 exemplaires vendus, une des meilleures ventes de DC Comics, sinon du marché du comics aux États-Unis en 2024, à tel point d'ailleurs que Marvel s'était senti de répliquer avec la ligne avec Ultimate en annonçant aussi leur propre chiffre de vente sur Ultimate. Il y avait eu une espèce de guéguerre de chiffres de vente à ce moment-là. Doup, je te propose de démarrer avec Absolute Batman. Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement un petit pitch. Alors, petit pitch rapide. Donc le but des Absolutes, c'est de changer un petit peu les origines des super-héros. Et là, en fait, on a Bruce Wayne qui n'est pas le fils d'un riche docteur et qui n'est pas du tout un milliardaire, puisque c'est le fils d'un prof, voilà. Et donc son père se fait tuer pendant un accident au zoo, cette fois-ci, c'est pas en sortant du cinéma. Et donc on a un Bruce qui vient des quartiers pauvres et qui va devenir Batman, je veux dire à la force de ses poignets et de ses bras et de son intelligence, puisqu'il a quand même conservé le fait qu'il était super intelligent dans tous les domaines, et que c'était une grosse brute physique. Et donc, il va combattre le crime, et là, il va être opposé donc à Black Mask, dans une intrigue qui va mêler un petit peu la corruption à Gotham City, l'argent, l'argent, le nerf de la guerre, mais c'est un petit peu à mon avis, un des thèmes de ce qui nous est proposé dans ces 6 premiers épisodes. Ok, et donc, ton avis, qu'est-ce que tu en as pensé ? Mon avis ? Alors, vraiment, Scott Snyder, moi, je l'ai toujours trouvé très, très bourrin, avec souvent beaucoup d'outrance dans la violence et dans le gore. Bon, là, il y est, mais alors, c'est dessiné par Nick Dragota, que je trouve très bon. Alors, il fait un Batman hyper massif, j'ai rarement vu un Batman aussi costaud. Il a pas des cuisses, là, c'est plus qu'un joueur de rugby, là, on prend 4 Jonah Lomu et on a le Absolute Batman. C'est clair. Bon, après, ce qui est bien, c'est que Nick Dragota, n'ayant pas un style a priori réaliste, ça passe. Voilà. C'est-à-dire que ça, on le fait dessiner par un Brian Hitch ou par un mec qui essaye d'être un peu plus réaliste. Tout de suite, c'est une catastrophe. Là, ça marche bien. Je dois avouer que j'ai plutôt bien aimé le début.
J'ai trouvé ça pas mal. Alors, encore une fois, une réinvention d'un Batman avec un Bruce Wayne très pauvre. Oui, pourquoi pas. Voilà. Je trouvais que l'ambiance autour, avec ce Alfred qui joue plus le rôle d'un, je dirais plutôt d'un Dr. Watson, mais qui au départ est antagoniste, puis qui va finalement l'aider. C'est pas très original en fait. Hein. On va pas se voiler la face, mais c'est plutôt bien fait. J'ai eu un petit peu plus de mal sur la fin où c'est vraiment très très bourrin mais les dessins compensent donc j'ai plutôt bien aimé. Je pense que je serai là pour la suite. Voilà. Et toi, Ben? C'est de la bombe. C'est vraiment très très bien. J'ai été pris à mon propre piège. Je pensais que ça allait être nul et en fait déjà le premier épisode m'a beaucoup plu, m'a enthousiasmé et au fur et à mesure ça a continué. Je suis très client. Alors Scott Snyder, j'avoue que j'ai moins de difficultés avec toi. J'ai tenu tout. Hein. J'ai tenu le Batman, Dark Knight Metal. Chappie aussi. Ouais, ça, franchement là, bon. Moyen. Moi j'ai aimé Batman Metal, hein. Le premier Metal, moi je kiffe beaucoup, c'est fun, c'est bourrin, c'est un peu neuneux, mais ça a une logique, ça fonctionne bien, c'est du bordel organisé, ça part dans tous les sens, j'ai trouvé ça cool. Death Metal, c'était trop, ça allait trop ambitieux, trop lourd, et mal géré, mal narré, mal écrit, mais bon, ça c'est un autre débat. Là, j'ai trouvé ça vachement bien, mais parce qu'en fait, chaque choix, chaque adaptation est réfléchi, ça a du sens. Dans le sens où, ok, Bruce Wayne n'a pas d'argent, mais il est vénère quand même, ok, il veut protéger sa ville, il va la connaître. Du coup, en fait, il connaît tous les recoins, il connaît tous les égouts, il connaît tous les bâtiments. C'est sa ville. Là où Batman dit toujours My City, etc. Absolute Batman, c'est sa ville. Oui, et puis il le montre bien, je trouve. Il le montre bien. Ok, c'est une masse, mais en même temps, il n'a pas pu se payer un voyage autour du monde pour apprendre et forger son corps à être une arme, on va dire élégante, parce que les arts martiaux c'est finalement souvent des combats assez élégants, véritablement. La capoeira par exemple est autant de danse qu'une forme de bagarre. Lui en fait il a juste pu aller à la salle de sport et apprendre à se battre. Et du coup, c'est une masse, et ça a du sens. Et je trouve ça très fort. Les idées sur les super vilains classiques, qui en fait ici deviennent son environnement et ses potes, ça fonctionne super bien. Parce qu'on sait très bien qu'à un moment ça va partir en vrille. Et le fait d'avoir cet attachement, ça va rendre encore plus déchirant. C'est le drame d'Harvey Dent, mais x6, véritablement. Donc ça c'est vraiment très fort. Chaque adaptation, encore une fois, je le dis, m'a plu parce qu'elle est réfléchie. Alfred n'a pas eu à devenir majordome, c'est toujours un barbouze, en fait. Mais il a toujours bon fond. Et du coup, ça continue, etc. Et je trouve enfin, deux derniers mots, le dessin est très top, et ça fonctionne très bien parce que Nick Dragotta est dans l'exubérance et ça fonctionne bien. Et petite parenthèse, c'est vachement bien d'avoir un auteur qui a fait sa grande œuvre, qui était East of West, et qui se donne toujours autant. Parce que par exemple, un Ryan Stegman dont on parlait sur les podcasts sur les X-Men, qui a fait sa grande œuvre sur Venom, se laisse un peu aller. Et je dis ça, je ne sais pas dessiner comme lui, mais les qualités baissent. Nick Dragotta non. Et je trouve aussi que Scott Snyder réussit bien à retranscrire, on va dire, un esprit générationnel qui n'est pas le mien, qui n'est pas le vôtre non plus. Il dit qu'il s'inspire des jeunes X, des générations, alors j'ai perdu le compte un moment, mais des jeunes actuels, des jeunes de 15, 20 ans à peu près, qui ont la rage avec le monde dans lequel ils sont et qui sont prêts à tout péter. Et je trouve qu'on retrouve ça dans le récit, véritablement. Un côté, je m'en fiche de la tradition, je m'en fiche des élites, je m'en fiche de ce qui a été fait avant. Il y a des choses qui sont bien, il y en a d'autres qui sont pas. Sans dire que cet Absolute Batman, c'est un Greta Thunberg qui aurait été boosté comme pas possible. Je retrouve un peu cet aspect et je trouve que les adaptations sont bonnes, c'est dans l'air du temps et c'est vraiment une bonne adaptation. Et comme je le disais, j'y croyais pas et je voulais pas y croire. J'ai fini mon premier avis sur Absolute Batman en disant Scott Snyder, tu as mon intérêt. Et ça s'est confirmé. Donc c'est vraiment top. Et toi, Stéphane ? Bon, alors moi, contrairement à vous, je suis client de Scott Snyder. Je dis, il pourrait réécrire l'annuaire, que de toute façon, j'irai lire ce qu'il fait. J'avais, comme toi, beaucoup aimé ce qu'il a fait sur le New 52 et sur
tout ce qui a suivi après. C'est-à-dire même le death metal, je lui trouve de l'intérêt. C'est-à-dire que moi je trouve que c'est métatextuel en fait. Il écrit sur la condition de Batman dans l'univers d'ici, et ce Batman qui va phagocyter. Je suis désolé de t'interrompre, c'est maladroit. je ne dis pas que c'est bien écrit. Je dis que ça me plaît et que même ses maladresses me plaisent. Voilà. Donc c'est un plaisir coupable, on va dire. Voilà. Alors du coup, et je l'ai suivi dans tout ce qu'il a fait après chez comment dire en indé, etc., etc. Et j'étais assez curieux de voir revenir sur Batman parce que c'est quand même une trajectoire un peu particulière. On lui a fait un chèque en blanc avec sur la fin de sa carrière chez DC, enfin sur la fin de la première période de sa carrière chez DC. Il revient et là, qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir faire ? Bon là, il se lâche encore mais il se lâche de manière peut-être un petit peu plus fine que ce que ça a pu être sur Death Metal. Il y a des partis pris, il fait des tris. Par exemple, le fait que Alfred ne soit pas un majordome. Bah oui, il se souvient que Alfred a eu une vie de militaire avant, et il utilise ce pan-là, donc il nous prend à contre-pied. Il sait très bien qu'on l'attend sur les versions Joker, Pingouin, Killer Crow, etc. Et ben il prend le contre-pied, il en fait une bande de potes depuis l'enfance, avec un petit côté Stephen King, hein, c'est-à-dire ces jeunes qui sont ensemble dans le passé et qui sont toujours ensemble aujourd'hui dans le présent, qui aident en plus Bruce Wayne dans le présent, qui lui file un coup de main sur certaines choses sans forcément savoir qu'il est Batman. J'ai trouvé ça malin parce que évidemment ça va créer tout un tas de problèmes par la suite, très probablement, ou pas, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus, comme tu le disais Ben, qu'on ait affaire à un anti-héros et que en fait ce Bruce Wayne là soit pas forcément un gars gentil ou qui va défendre le bien, ou en tout cas ça sera peut-être plus ambivalent que ça. Donc j'aime bien cette zone de gris là qu'il y a dans ce comics. Alors après c'est Scott Snyder. Bon alors il aime bien faire des scènes. Alors l'histoire du camion Ben qui défonce tout façon voilà, c'est ses excès. Moi c'est ça que j'aime bien la scène de la fin qu'on spoilera pas, mais avec la corne qui bouge, bon. Son bas de signal qui moi m'a fait rire, enfin, ça m'a fait marrer. Mais dans l'ensemble, ça se tient plutôt bien. Ouais. J'aime bien toutes ces scènes de flashback dans le zoo, parce que cet album est sous-titré Le Zoo. Et en fait, c'est aussi une des constantes, on en reparlera peut-être un petit peu après, de ces 3 albums, qui n'ont pas forcément énormément de points communs, mais qui ont un point commun dans la narration, qui est qu'ils fonctionnent tous sur 2 lignes temporelles, c'est-à-dire le présent et les flashbacks qui expliquent les origines des personnages. Moi, je trouve qu'il y a quand même un point commun, un gros point commun sur les trois tomes, c'est l'aspect sociétal en fait, qui est très très mis en avant sur Batman, sur Superman surtout, et puis sur Wonder Woman un petit peu aussi, quoi. Aussi. Ouais. Faut dire les choses comme elles sont, c'est une sorte de marvelisation des personnages qui, Superman, Batman et Wonder Woman de base sont en fait des piliers de la société, respectés, aimés, même Batman, hein, ok, à la base il y a ses galères, mais finalement c'est un pilier, et là en fait c'est des rebelles, des misfits, des révolutionnaires, etc. Donc ça fonctionne super bien. Mais on va parler pour chaque série, mais du coup surtout le côté bourrin qu'on a dit, j'ai oublié de le dire, j'en suis navré. Ce qui est vachement bien, c'est que Scott Snyder il change par plein de trucs, mais il garde l'essence. Ce Batman ne tue pas. Alors, très franchement, tu manges avec une paille et tu bouges un doigt après l'avoir confronté. Mais t'es pas mort. Non, mais oui, mais même, et encore, il y va fort avec ceux qui ont été forts avec lui. Et ça, je trouve, moi j'avais peur en fait, avec les premières images où en fait c'est une brute, où il a ces grands machins là, de bras et ça, je pensais que ça allait charcuter. Et non, et c'est là où je trouve que c'est très fin, c'est qu'il y a des adaptations. Mais l'essence de chaque personnage qu'on voit est conservée. Et ça, je trouve ça très fort en fait. Et on va pas spoiler, mais cette explication du pourquoi il ne tue pas, elle trouve son origine dans des faits d'actualité aux États-Unis. Et qui sont le fondement du personnage. Puis on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais j'aime beaucoup aussi cette idée qu'on n'est pas dans ce statu quo. Mes parents sont morts, ma mère et mon père en sont décédés. Bah là, Martha Wayne, elle est toujours en vie. Et mine de rien, ça crée des scènes qu'on n'a pas souvent vues dans des comics Batman, de discussion entre Bruce Wayne et sa mère. En tout cas, ça crée une dynamique différente de ce que l'on a pu connaître, et ça, j'ai bien aimé. Donc, sur la dynamique, là aussi, sans faire un focus, il y a un gros côté Peter Parker Stormé avec la mère
mère qui connaît pas l'identité et je cache, etc. Mais pas dans l'approche de Peter Parker qui a pas de chance et qui broie du noir ou ce genre de choses. Mais c'est ça, cette idée de marvelisation. Je pense que c'est quelque chose qui est assez qui était présent, pas forcément volontairement, mais plus en fait pour faire le contrepoids de DC. Tout à fait. Et puis, graphiquement, mon Dragota, j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur East of West. Enfin, bon, évidemment. Là, je suis très, très content de le voir sur une série. En fait, il donne un côté graphique indé à une série ultra mainstream. Et bon, ça va être aussi un leitmotiv qu'on va retrouver dans les autres titres Absolute, mais là pour le coup, il me fait vraiment plaisir et il cherche pas à singer un autre style, il garde son style, il glisse de temps en temps quelques références. Il y a un petit clin d'œil au Dark Knight Returns avec l'éclair et le personnage qui bondit, sauf que l'angle dans lequel il le dessine n'est pas forcément le même, etc. Bref, moi j'étais comblé et pourtant malgré mon amour sur Scott Snyder, je me demandais bien qu'est-ce qui allait bien pouvoir se passer dans cet univers absolu. Donc ça démarrait plutôt bien. Alors une petite précision, il y a quand même Gabriel Walta qui fait un numéro fill-in, je crois que c'est le 3 ou le 4. Je crois que c'est le 4. C'est le 4, ouais. Et il y a du beau monde qui arrive en VO. Il y a Marcos Martin qui vient de faire 2 épisodes. Ah oui, d'accord, parce que Dragota va avoir du mal à être régulier, j'ai l'impression. C'est bizarre, parce que d'habitude, il est plutôt solide. Mais bon, si c'est remplacé par du Marcos Martin, je vois bien Guillaume March, moi, dessus aussi. Oui, que je trouve, c'est pas impossible, ouais. Voilà, un Leandro Fernandez, là, ce serait le rêve absolu. Mais du coup, non, c'est une série qui fonctionne, hein, on va pas se mentir. C'est un gros oui, hein. Enfin, clairement. Bah, elle a réussi à nous convaincre tous les trois, et sachant que j'étais quand même avec Ben un gros réfractaire à Snyder, quoi. Hein. Je vous propose de passer à la suite. Quelques jours plus tard, en 2024, sortait Absolute Wonder Woman. Donc évidemment, après l'euphorie du lancement d'Absolute Batman, tout le monde se demandait qu'est-ce qui allait se passer avec l'Amazon. On fait bien d'employer l'Amazon, puisque elle est la seule et unique Amazon dans cette nouvelle série. Et Ben Webb, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le pitch de départ et sur donc ce qui la différencie de la Wonder Woman que l'on connaissait? Tout à fait. Wonder Woman est la fille de la reine des Amazones et elle a grandi et élevée au cœur de l'île des Amazones et qui décide d'aller vers les hommes après avoir croisé Steve Trevor pour ramener la paix et un message de paix. Dans l'univers absolu, c'est pas du tout ça. On apprend très vite que Zeus a châtié les Amazones et a poursuivi le châtiment en exilant Diana bébé en Hadès, donc dans les enfers, sur une petite île au cœur des enfers, et l'a confiée à Circé, donc l'ennemi des Amazones. Et c'est donc Circé qui a élevé Diana, d'abord sans le vouloir, puis en s'attachant peu à peu, et Diana arrive sur Terre, non pas pour amener un message de paix, mais pour protéger, donc finalement faire une forme de guerre. Du coup, on a une Diana qui évidemment est une Amazone avec des pouvoirs d'Amazone, mais qui a été élevée par une sorcière et qui fait de la sorcellerie et qui fait de la magie. Et plutôt que d'avoir un avion invisible ou un beau cheval ailé, en fait, elle a un cheval squelettique et elle est badass. Et très sincèrement, c'est ma série préférée. Elle est, à mon sens, extrêmement puissante, épique, il y a un souffle véritablement. Et là où derrière Scott Snyder a gardé l'esprit de Batman, je trouve que Kelly Thompson sublime l'esprit de Wonder Woman. Parce que Wonder Woman, c'est un personnage que j'aime bien, mais qui là en fait part d'un postulat encore plus dur, mais qui reste la Diana qu'on connaît, mais qui du coup est sublimée par les épreuves, par l'enfer dont elle sort véritablement, qui a encore une forme de gentillesse, de candeur et d'innocence, mais qui du coup est sublimée, là où parfois celle qui venait de l'île des Amazones faisait pas neuneu, mais faisait innocente, un peu facile. On repense aux scènes très maladroites de Geoff Jones dans les débuts de la Justice League New 52, où elle s'est mariée d'une glace. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est maladroit. John Byrne, hein. Je pense que ça a été un des... Oui, mais ça parle peut-être un peu moins de... Et là, je trouve que c'est vraiment top. Les épisodes, il se passe pas forcément énormément de choses dedans, mais c'est épique. Il y a un souffle. Et moi, j'adore Aidan Sherman. Je connaissais pas. Je lis qu'il y a des gens qui l'aiment pas. Je respecte. Mais moi, je trouve ça superbe. Très dans le goût, dans le design, dans ce qu'il faut véritablement. Et cette Diana, elle est autant badass
que Ben. Et franchement, c'est mon coup de cœur de l'année absolue. Autant Batman, je kiffe parce que c'est de la bombe, mais l'Absolute Wonder Woman, pour moi, c'est une essence parfaite de Wonder Woman. Et toi, Doute? Oh bah moi oui, alors pareil, hein, moi c'est ma préférée des trois. Bah à peu près toujours pareil pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire que effectivement, alors moi déjà Kelly Thompson c'est quelqu'un, j'y vais généralement quand je vois du Kelly Thompson, ce qu'elle fait là chez DC sur Birds of Prey me semble-t-il était déjà pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé ce qu'elle avait fait sur non. Alors je sais pas, j'ai lu le premier tome que j'avais bien aimé. Je vais laisser parler Stéphane après. C'est toujours bien dialogué, c'est toujours bien caractérisé. En fait, c'est ce que je reproche à Kelly Thompson. Elle tient super bien ses personnages. Elle les fait très bien parler. Les interactions sont super bonnes. C'est humain, c'est intelligent, c'est en continuité, c'est fin, etc. Le cœur de ses intrigues, c'est chiant. Ouais, mais c'est vrai que moi ça marche sur moi non mais j'aime bien aussi, c'est juste qu'en fait tu vois c'est les dialogues, la caractérisation, l'intrigue, voilà. Mais vas-y. Mais ouais, donc du coup Kelly Thompson, moi j'y vais. Aidan Sherman, je connaissais pas non plus, hein, mais je dois avouer que voilà, je l'avais vu sur Dark Patterns, hein, dont on avait parlé avec Stéphane. Enfin, je m'étais dit waouh, c'est pas mal quand même, il y a un style. Enfin, il y a un style. Hein. Pour moi, c'est un mélange entre un Paul Pope et un Judge Williams 3, quoi. C'est ce qui est quand même pas mal hein, en termes de référence. Excuse-moi de te couper, j'allais le dire en termes de mise en page surtout et de mise en case. Clairement, il y a une influence J.H. Williams 3 et ça fait plaisir. Voilà. Enfin, des débuts en tout cas. Ouais, des débuts parce que J.H. Williams 3, il y a un jeu avec la narration, l'enfilement des cases, etc. Ouais, mais tu vois, là... tu prends Chase par exemple, qui est sa première série régulière. Oui. Il y a pas mal de liens, je trouve en fait. Il y a pas mal de liens parce que c'était narrativement moins abouti, hein, c'était ses premiers. Et Dan Sherman, je suis pas sûr qu'il en ait fait beaucoup. Hein, Ouais, je vais tenter une comparaison audacieux, c'est un peu chelou, mais pour moi c'est un George Perez de l'indé. Oh. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait c'est super détaillé, c'est épique, puissant, iconique, etc. Mais sur une veine un peu indé européenne. Mais j'aime beaucoup, hein, George Perez, pour moi ça a été mon premier dessinateur favori et toujours, mais mais enfin, quoi qu'il en soit, graphiquement, voilà, c'est remarquable, hein, on va dire. Et du coup, bah l'histoire, moi, oui, pareil, j'ai ressenti les mêmes choses. Pourtant, je suis pas gros fan des kaiju et des choses comme ça, quoi. Hein, mais là, il y a quand même une tension qui s'installe. Et puis, je trouve que toute la relation entre Circé et Diana. Elle est géniale parce qu'elle permet de faire ressortir justement que Diana restera toujours Diana quoi qu'il arrive. Et comme tu disais, elle est sublimée par cette éducation. Circé, c'est un personnage qui devient super intéressant au fur et à mesure aussi. Il y a plein de choses, il y a des idées graphiques. Je te dis, le cheval, un Pégase en squelette à la place de l'avion volant. Il y a des scènes iconiques. Et quand on y pense sur les 5 ou 6 épisodes, il se passe pas grand-chose finalement. C'est Wonder Woman qui va combattre un monstre qui arrive pour attaquer la ville. Mais franchement, on s'ennuie pas et c'est riche, c'est super riche par la caractérisation qu'elle fait des personnages, notre amie Kelly Thompson. Et c'est superbement bien mis en dessin. Donc oui, moi là, j'ai vraiment envie de lire la suite en fait. Et toi, Stéphane ? Alors, moi, j'ai commencé le premier épisode, je l'ai lu, j'ai été au bout du 5e d'une seule traite. Et pour tout vous dire, j'étais dans un endroit où où on généralement ne lit pas forcément. Et donc du coup, après on a des fourmis dans les jambes, c'est ça. Je suis resté très longtemps du coup, mais waouh, la claque que j'ai pris quoi. Enfin, j'en attendais pas grand-chose parce que je me demandais mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec Wonder Woman quoi. Bon. Et là, rien que les premières pages où elle apparaît en armure, où elle commence à arriver avec son Pégase, t'en prends plein la gueule dès le début. Et derrière, ils enchaînent avec ces flashbacks en enfer, avec Circé, cette jeunesse qui est à la fois bizarre parce que ça se passe en enfer, c'est censé être un endroit difficile, et en même temps, Kelly Thompson, elle crée avec Sherman un environnement doux, c'est-à-dire qu'un environnement presque bienveillant dans cet enfer qu'on sent quand même assez prégnant, mais et avec ces planches où on sent le passage du temps avec l'aménagement de cette chambre, etc., etc. C'est super bien fait, enfin, quelle idée graphique géniale. Et puis, il y a la violence en
en même temps de ce combat, parce que on a très rapidement parlé du scénario. C'est en gros, il y a un gros monstre qui arrive pour ravager une ville côtière. Wonder Woman débarque, il faut blaster le monstre. Elle est gentille, elle lui dit tu peux rentrer chez toi si tu veux survivre, sinon je vais te péter la gueule. Bon, évidemment, le pauvre monstre, il écoute pas ses bons conseils, et donc du coup, il y aura derrière un deuxième gros monstre qui va arriver en mode Keiju. Alors moi, c'est le truc en plus qui a achevé de me convaincre. C'est-à-dire, je me suis dit, mais qui aurait pensé du Keiju dans Wonder Woman en plus avec son espèce d'épée de tranchoir là où elle larde le monstre, c'est vachement bien foutu quoi. Et malgré toute cette violence, etc. Violence aussi dans la relation, parce que elle doit aussi se confronter à l'armée américaine qui comprend rien que ce que vient faire cette guerrière, la magicienne, machin, ils comprennent rien à son arrivée sur Terre. Il y a évidemment Steve Trevor qui lui a tout compris, mais en même temps, avant d'aller péter les monstres, elle réfléchit à l'environnement. C'est là aussi que se trouve sa bienveillance. Elle réfléchit à ce que les gens ne soient pas blessés par ce qui va se passer et par le combat qui va avoir lieu. Et donc on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on est dans l'essence du personnage, mais ils ont enlevé peut-être la mièvrerie, peut-être. Je veux pas choquer non plus les lecteurs de Wonder Woman, mais ils ont peut-être enlevé ce qui pouvait déranger certains lecteurs. L'innocence. L'innocence qui peut être mal perçue aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Ouais, la candeur, voilà. C'est ça qui passe peut-être moins bien auprès des nouveaux lecteurs. Et là, du coup, on a troqué cette Wonder Woman candide par une guerrière badass. Elle pratique la magie, et puis elle la pratique, quoi. C'est pas pour blaguer. Voilà. C'est pas Doctor Strange, mais on n'en est pas loin, quoi. C'est-à-dire, quand il faut lancer des sorts, elle sort. Et puis, quand il faut payer de sa personne, sans spoiler, elle paye de sa personne. Et le truc qui m'achève à la fin, c'est la réinvention du lasso, quoi. C'est-à-dire que j'étais assez curieux de voir qu'est-ce qu'ils allaient foutre avec le lasso. C'est-à-dire, mais le lasso, là, ils vont nous le refaire, je t'enroule avec et tu dis la vérité. Non. Kelly Thompson, elle fait autre chose avec ça. Et c'est vachement cool, quoi. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec vous. C'est le joyau caché de la collection, quoi. C'est le truc qu'on n'attend pas. Et si je peux donner un conseil à ceux qui se posent des questions sur Absolute, etc., prenez le Wonder Woman, quoi. Enfin, sans hésiter. Et c'est pas parce c'est pas parce que les autres sont nuls. C'est parce que il est un peu mieux largement que les autres. Voilà. Qui sont déjà très bons. Voilà. Mais ils sont déjà très bons. Voilà, il y a pas bons, photo, sur les trois. Il est clairement très bon. En plus, j'ai bien aimé la fin. Alors, je vais pas spoiler la fin, mais la fin m'a fait penser à Jusqu'en Enfer, c'est-à-dire le film Jusqu'en Enfer. Je veux pas vous spoiler Jusqu'en Enfer non plus, mais où la Terre s'ouvre et hop, on attrape le personnage principal et rendez-vous à l'épisode prochain. Moi, ça m'a fait marrer, quoi. Ça fait très série B. Donc, j'étais totalement conquis par ce que j'ai lu. Donc, c'est vraiment. Waouh, c'est bien, quoi. Le seul problème de cette Absolute Wonder Woman, Stéphane, c'est que du coup, maintenant, t'as des hémorroïdes, en fait. Fallait que je la place, je suis désolé. Les auditeurs. Sans transition, aucune. On va parler du dernier de la bande, Absolute Superman, qui sort 2-3 semaines après aux États-Unis, qui est sorti 2-3 semaines après Absolute Wonder Woman. Bon, Batman a tout écrasé en termes de ventes. Les ventes de Wonder Woman et de Superman sont quand même très très bonnes aussi, mais c'est pas le raz-de-marée qu'a pu être Absolute Batman. Et du coup, tu nous en parles ? C'était mon intention. Voilà. Ouais, merci Doop. Le Absolute Batman, Absolute Superman, pardon. Comme dans les deux autres, deux lignes temporelles, mais cette fois-ci avec une ligne temporelle peut-être un petit peu plus importante. Nous suivons le passé de Kal-El sur Krypton, avec un changement fondamental. C'est là où auparavant les parents de Superman étaient... on va dire, faisaient partie de la caste dominante, c'était des scientifiques reconnus, certes en conflit avec d'autres scientifiques, mais bon voilà, on sentait bien qu'ils faisaient partie d'une certaine noblesse. Là, c'est plus le cas. Là maintenant, c'est des prolos, quoi, voire même des ouvriers, vraiment même des ouvriers de Krypton. C'est des fermiers, des mineurs de la planète, et ils sont en lutte avec avec cette classe de nobles scientifiques, les clerics en anglais. Qui domine la planète, et on va bientôt découvrir qu'en fait ils sont en train de cacher quelque chose. Et puis on suit le présent où en fait il n'y a pas eu de crash à Smallville, il n'y a pas eu de je sais pas. Non, en tout cas, il
Il y a Ouais. peut-être eu, mais en tout cas, ça s'est probablement pas passé comme on le voit dans la série Superman. Et Superman est sur Terre, il vit caché. Il y a pas de Clark Kent, c'est-à-dire il est pas journaliste au Daily Bugle. Et surtout, ce Superman a l'air assez énervé contre toute forme d'autorité. Et il vient en aide en fait aux personnes qui en ont besoin, notamment à des mineurs qui sont exploités. Et évidemment, ça va attirer l'attention de l'armée. Et dans les personnes que l'on va mettre sur les traces de cet étrange personnage, il y a une certaine Lois Lane qui n'est donc pas journaliste, mais qui est une soldate et qui va bientôt se poser quand même quelques questions sur les volontés de cet étrange personnage. Voilà un petit peu pour le cadre. C'est scénarisé par Jason Aaron, qui est un scénariste que j'adore. Enfin, j'aime beaucoup ce dessinateur. C'est dessiné par Rafa Sandoval. C'est peut-être, alors pour une fois, je vais commencer par le dessin. C'est peut-être celui qui a le moins de gueule graphiquement des trois. Voilà. Et pourtant, c'est bien dessiné. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de séries qui rêveraient d'avoir ce niveau au niveau du dessin. Mais c'est un cran en dessous, enfin c'est peut-être un petit peu plus convenu. Certes, ils ont relooké le costume de Superman. Certes, sa cape ne fonctionne pas du tout comme la cape du Superman classique. Cette fois-ci, c'est une cape... une cape Venom, un peu. Ouais, c'est une cape dotée d'une IA qu'il peut utiliser et qu'il peut modeler à volonté. Mais Sandoval est un cran en dessous, peut-être, je trouve, des autres. En tout cas, c'est plus classique, on va dire. C'est moins indé. Il y a un ton peut-être un petit peu moins indé, mais ça reste quand même très très joli. Et scénaristiquement, c'est peut-être celui qui est le plus engagé au niveau politique, puisque il y a clairement en fait un positionnement de Jason Aaron sur la protection des minorités. Il y a tout un discours sur le fait de se rebeller contre les autorités oppressantes, etc., etc. Et 2 fois, puisque vous aurez compris, on parle d'autorités oppressantes dans le passé sur Krypton et sur Terre. Voilà. Donc j'ai bien aimé. C'est, je pense, le moins bon des 3, mais encore une fois, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que les 2 autres sont très très bons. Voilà. Et toi, Ben Bref, qu'est-ce que tu as pu en penser? Dis-nous tout. J'aime pas. Non. Alors vas-y, dis-nous pourquoi. Alors déjà, Rafa Sandoval, on va revenir là-dessus, tu as raison, c'est le plus classique. En fait, à la base, ça devait être Raphaël Albuquerque qui devait faire les dessins, mais qui n'a pas pu parce qu'il y a eu d'énormes inondations chez lui au Brésil. Donc le côté indé aurait pu être là quand même. Bon, moi j'aime bien Rafa Sandoval, je trouve ça très joli. En fait, c'est certes très classique, mais c'est très joli et je trouve que c'est bien. Après, derrière, Jason Aaron, j'aime bien. C'est vrai qu'il s'est perdu sur les Avengers, même si sur la fin c'était parti dans un gros délire bourrin multiversel qui était assez cool. J'ai bien aimé sa Maxi Série Punisher, donc j'ai rien contre. En l'état, j'attends qu'il retrouve la grandeur qu'il a eu à une certaine période, notamment chez Marvel, mais et sur Sculpt, mais j'ai rien contre. Après, en fait, je trouve, pour moi, il y a 2 grands défauts. Déjà, c'est les rythmes, c'est très lent. Il se passe pas grand chose, mais il n'y a pas le souffle qu'il y a dans Wonder Man, donc c'est un peu chiant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça chiant. Et surtout, en fait, c'est Man of Steel. En fait, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a vues ces dernières années dans les réécritures de Superman. Le côté lutte contre la caste autoritaire de Krypton qui s'aveugle. Ok, il y a un changement là, les L sont des bas de la classe, mais grosso modo, Jor-El il mène une lutte à peu près similaire dans la première demi-heure de Man of Steel. Que Cal ici derrière erre dans le monde pour essayer de sauver des gens et d'aider des gens, mais c'est grosso modo la demi-heure qui suit dans Man of Steel, en fait, véritablement. Et même la lutte sociale, etc. Là aussi, sans rappeler des choses récentes, c'est l'Action Comics de Grant Morrison durant New 52. Donc, en fait, là où les autres ont des adaptations qui sont, je trouve, étonnantes, surprenantes, où en fait je ne vois pas les choses venir, là du coup j'ai pas de surprise, je trouve que c'est redondant par rapport à des productions récentes. Man of Steel 2013 et puis 52 c'est quand même 2011-2012, donc c'était moins de 15 ans, sachant qu'on a déjà eu pas mal de réécritures de Superman évidemment dans 90 ans, et vu le problème de rythme que j'identifie, pour moi, dire que j'aime pas, c'est un peu dur. J'ai pas de déplaisir à le film, mais j'ai pas de plaisir non plus. Je suis pas emballé, en fait. Je suis pas emballé, mais, et dernière chose, avant de laisser la parole à d'autres, je pense
peur. C'est-à-dire que c'est la personne élevée par les Kent pour défendre la vérité et la justice, et qui le serait même sans super pouvoir. Kal-El, moi, il m'intéresse carrément moins tout seul, véritablement. Et toi, Doug? Ouais, je vais un petit peu revenir sur ce que tu dis. Et pareil, moi, c'est celui que j'ai le moins aimé des trois. Parce que vraiment, j'ai du mal avec Rafa Sandoval. Franchement, je trouve qu'il y en a de partout. J'arrive pas à voir ce qu'il fait. Voilà. J'accroche pas. C'est fluo. Je dis pas que c'est mauvais, hein, mais moi, j'accroche pas. Donc déjà, c'est compliqué. Et puis oui, en fait, là, on parlait de scénaristes qui, mine de rien, en mettant leur perso dans des situations différentes, avaient quand même réussi à garder l'essence du personnage. Moi, pour moi, et c'est pour ça que j'avais pas super aimé non plus les débuts avec Grant Morrison sur Superman, c'est que pour moi, Superman, c'est un dieu qui veut juste être un humain, quoi. C'est Kal qui veut être Clark, comme tu le disais. Et là, on l'a pas, on a une espèce d'ado un peu vénère. Alors j'entends, voilà, mais pour l'instant, effectivement, j'ai du mal à retrouver, même s'il est malin, notre ami Jason Aaron, il fait des petits clins d'œil comme ça. Quand on a le tout jeune Kal qui écrit beaucoup et qui aime beaucoup écrire, comme ça, on se dit ah tiens, il y a le petit côté journaliste, etc., etc. Évidemment, le truc des classes sociales, c'est du Morrison, mais c'est aussi du Action Comics, puisque c'était les tout premiers épisodes de Siegel et Schuster dans les années 30. C'est long, ça a vraiment du mal à se mettre en place, c'est-à-dire que autant Wonder Woman, autant Batman, au bout des 5-6 premiers épisodes, c'est bon, on sait ce qui se passe, on sait où il va, et on sait les persos sont définis. Là, au bout de 5-6 épisodes, on n'est toujours pas sur une définition de ce qu'il va y avoir. J'aime pas l'idée de la cape IA qui bouge. Enfin, pour moi, ça fait tellement Venom et tellement cliché. Voilà. Donc, ça, à la limite, pourquoi pas. Je suis désolé de t'interrompre. Pourquoi pas? Parce que quitte à aller dans l'idée qu'il a une technologie kryptonienne, on y va au bout et on change vraiment les choses. C'était ce que Luffy Fito n'avait pas réussi à faire. Au final, il avait une armure dite kryptonienne, il avait juste en fait un costume avec des ongles, véritablement. Ça changeait pas grand chose. Là, je trouve que c'est au moins intéressant parce qu'en plus, il a une sorte d'IA qui peut être liée à ça, qui peut faire office de forteresse mouvante. Donc, à la limite, pourquoi pas? C'est juste que, comme tu le disais, c'est pas défini et c'est très lent. C'était le problème de rythme dont je parlais. Je sais pas si toi, Stéphane, tu l'as identifié, mais moi, je trouve qu'en fait, c'est vraiment très lent à se mettre en place. Et ça s'est toujours pas mis en place, en fait. Moi, au bout du premier arc... Au bout du premier arc, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais c'est très posé, quoi. C'est-à-dire que ça prend son temps, c'est pas du tout le même rythme que les deux autres, ça c'est clair et net. Moi, cependant, c'est aussi celui qui laisse énormément de place aux flashbacks, et on me permettra de préférer finalement ce qui se passe dans les flashbacks que ce qui se passe dans le présent. Enfin, vous êtes d'accord avec moi, je trouve que l'histoire des flashbacks est nettement plus intéressante que l'histoire dans le présent. Surtout que le présent, c'est la meilleure. Ouais, par contre, moi, alors j'ai pas lu la suite. Pour l'instant, on n'est pas certain que les parents de Clark soient morts. Voilà, enfin, y a rien qui nous dit les parents de Clark. C'est ce qui me gêne aussi, c'est qu'en fait, le dernier survivant de Krypton, non, clairement pas. C'est pas certain. Voilà, non mais rien ne nous dit que. Et en plus, il a je crois qu'à un moment, il parle d'orphelin ou un truc comme ça. Je sais pas. J'ai peut-être ma mémoire qui me joue des tours, mais... Peut-être que lui, il croit qu'il est peut-être orphelin, etc. Enfin, moi, je serais pas surpris qu'on découvre bientôt que les parents de Kal-El soient toujours en vie, etc., etc. Je mettrai une petite pièce là-dessus. En tout cas, c'est comme ça que je l'aurais fait avec... c'est comme ça, si j'avais été à la place de Jason Aaron, que je l'aurais fait, parce que ça aurait été ma manière de pousser le potard beaucoup plus loin. Et ce qu'on ne peut pas faire avec, le Superman actuel est canonique. Voilà, ça c'est pas possible. Donc là, il a possibilité de jouer cette carte-là. J'espère qu'il va en profiter et qu'il va le faire, quoi. Parce que là, il y a clairement possibilité de faire quelque chose dans ce goût-là. Moi, je suis pas sûr d'y retourner. Ah, si je serai là pour le deuxième tome, quand même, malgré tout. Bon.
Ah, spoil pas, hein, évidemment. Non, je ne vais pas vous spoiler, mais le rythme demeure. Il y a des révélations, il y a des choses, etc. Mais le rythme demeure. Après, moi, je suis en VO pour une autre raison qu'on abordera plus sur une projection par rapport à la ligne absolue, plus que par intérêt véritable pour la série. On a fait le tour des trois albums. Je pense qu'on est à peu près d'accord. Hein, on s'était pas concerté avant, mais finalement, et on fait pas un podcast ensemble pour rien. C'est ce que je constate. Absolute. C'est bien parce que d'habitude, c'est vrai qu'on a souvent des avis très différents là, tous les trois, et là, quand même, on se rejoint quand même pas mal. Hein, on se rejoint pas mal. Ouais. Un petit mot sur la forme de la version française, parce que y a des choses à dire aussi sur cette version française. D'abord, quand moi j'ai reçu les albums, je me suis dit, ça y est. Urban Comics, ils ont changé leur charte graphique, quoi. Ça y est, c'est fini les fonds, enfin les quatrièmes, les premières et les quatrièmes de couve et puis les dos noirs. Maintenant, on a droit à la couleur. Donc Batman, il a droit au gris, Superman, il a droit au bleu et Wonder Woman a droit au rouge. Donc ça a fait débat hein, sur certains. J'avais même pas fait attention. C'est pour te dire. Ouais, et il y a une évolution dans la charte graphique d'Urban Comics. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait la même présentation. Alors même si le façonnage et la construction des albums, on est sur exactement le même type de qualité d'album que fait habituellement Urban, c'est-à-dire quelque chose de moyen. Enfin, c'est pas non plus des albums d'une conception totalement folle. Hein. On est loin quand même de la qualité de chez Delcourt, par exemple, en termes d'album. Et l'autre élément, moi, qui m'a surpris. Et je vais mettre les pieds tout de suite dans le plat, c'est que pour une série qui est censée réunir des auteurs et des gros auteurs, il n'y a pas un mot sur les auteurs dans aucun album. Est-ce que les autres albums Urban parlaient des auteurs? Il y avait toujours dans les albums Urban Comics, il y avait toujours, au moins en quatrième de couverture, un petit pitch de présentation des auteurs en disant machin truc qui a participé à tel, au moins en quatrième de couve. Et là, c'est pas le cas. Et je me demande, alors j'en ai pas un sous la main, mais il faudrait que je vérifie. Je me demande s'il n'y avait pas non plus régulièrement au moins une page qui présentait l'artiste et qui présentait ce qu'il avait déjà pu faire par le passé. Non, il y avait rien chez Urban. Au tout début peut-être, hein, au tout début, il y a genre 10-15 ans. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Ça a jamais été l'approche, à part dans les collections Grant Morrison présente Batman, mais c'était plus dans les inserts entre les épisodes pour essayer d'expliquer des éléments. Mais là, clairement, même dans la quatrième de couve, il y a même pas un petit pitch sur qui est Scott Snyder. Je dis, il y a pas besoin de faire 40 pages, mais au moins peut-être renvoyer à d'autres œuvres. Et là, c'est pas le cas. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et puis ils ont fait le choix de réunir chaque série dans un album. Donc vous l'aurez compris, il y a un album Absolute Batman, un autre Absolute Wonder Woman, etc., etc. Alors que on aurait pu aussi, pourquoi pas, envisager une réunion faire un album avec tous les numéros 1 ou peut-être tous les numéros 2, enfin peu importe. Ils l'ont fait, hein, l'album avec tous les numéros. Oui, mais on est bien d'accord, les éditions noir et blanc, c'est pas les éditions qui vont tu vois, ils ont eu raison classiques. parce que moi, avec que des épisodes de chaque série, je pense que j'y serais pas allé. Sur un format cartonné, j'y serais pas allé, moi. Pour les fans, ils savent qui est Scott Snyder et Jason Aaron. Voilà. Et les non-fans, si tu leur dis qui a fait ça, ça et ça peut être plus un repose-soi. Donc l'idée, c'est vraiment de se centraliser sur la proposition qui diverge, qui change. Et le perso. Et le perso, l'idée, voilà. Et après, derrière, des sortes de magazines cartonnés, on va dire, etc., ça ne prendrait pas, je pense. Parce que les propositions sont vraiment différentes. Et à la différence, véritablement, de la ligne Ultimate 2.0 qui est relancée actuellement, il n'y a pas en l'état d'interaction entre les personnages. Ça pourrait être un Elseworld suivi de chacun, ça vit bien, véritablement. Donc je pense que vraiment l'idée c'est de fonder là-dessus, mais parce que le marché est pas bon. Donc c'est vraiment de mettre toutes les chances du côté de chaque titre pour pouvoir le vendre aux connaisseurs qui viendront en connaissance de cause et aux novices qui seraient attirés par une charte graphique surprenante ou un visuel ou travailler. Et par le fait qu'il n'y ait pas de continuité antérieure aussi. Hein. Ah oui, clairement, non, mais c'est important. C'est pour ça que ça a dû marcher aux États-Unis aussi. Hein. Ouais, alors les États-Unis c'est toujours compliqué parce que c'est souvent sous respirateur d'événements. Et là, on va voir si on en parle déjà maintenant, parce que la ligne absolute, c'est pas juste un truc de côté, véritablement, par rapport à DC.
Je voudrais juste qu'on termine qu'on passe juste quelques secondes sur le public de ce label. À votre avis, on a un peu esquissé la réponse. Ça s'adresse aux nouveaux lecteurs parce que c'est accessible pour les nouveaux lecteurs. C'est dans l'air du temps. Jusque là, on est assez d'accord. Les vieux lecteurs blasés, nous, on a bien aimé, mais bon, à votre avis? Je pense que oui, parce qu'en fait, c'est fait suffisamment intelligemment, sérieusement et efficacement pour surprendre. On l'a dit, toi, Stéphane, t'étais enthousiaste à l'annonce, Loup et moi, on disait que ça va être nul, de la crotte, etc. Et on a été pris par le truc, on a été pris au jeu, véritablement. J'avais raison. Et on n'est pas les seuls. Non, mais c'est vrai, mais on n'a pas été les seuls. Mais parce que d'ici, sa première réinvention, sa première modernisation, machin, etc. Sauf que à la différence du New 52 qui a été fait de manière improvisée, on le sait maintenant, là, le truc, il a été préparé, il a été envisagé, il a été cadré véritablement, avec une vraie liberté par rapport aux auteurs qui peuvent vraiment taper de tous les côtés. Et je pense que c'est pour les deux, et c'est une vraie bonne idée, parce qu'en plus, je trouve que les personnages classiques en sortent grandis dans leur iconisme de base, véritablement. On est bien d'accord, là, on en a très rapidement parlé aussi. Pour l'instant, dans les albums sortis en France, pas de croisement entre ces personnages. J'ai pas vu de référence, Double, tu me diras, Ben aussi. Non, mais j'ai pas vu j'espère pas. J'ai pas vu de petites références ou de petits clins d'œil, genre même au travers d'une ligne de dialogue, genre tiens, dans la ville côtière, il y a une Amazone qui est en train de péter la gueule à un Kiju. Il y a pas eu ça. Alors, j'espère que moi, pour ma part, j'espère que cette promesse sera tenue. Mais là, donc c'est aussi une transition pour moi pour amener maintenant, on arrive sur la fin du podcast sur quel avenir pour ce label. Évidemment, il va y avoir d'autres personnages qui vont être passés à la moulinette Absolute. On les connaît déjà. On va y revenir. Et puis, combien de temps DC tiendra-t-il avant de décider de faire croiser ces différents personnages? Voilà. Voire de les remettre sur une terre, la terre classique de chez DC. Alors, bon, ça sera encore après. J'espère pas. Ouais, on disait la même chose il y a peut-être 20 ans ou 30 ans sur l'univers Ultimate, et c'est pourtant exactement ce qui s'est passé. Enfin, on a fini par Watchmen. Enfin, on a fini par détruire l'univers Ultimate et on a récupéré les bouts qui étaient les plus intéressants pour l'univers classique. Mais là, on va peut-être trop loin dans le temps. Il y a 3 personnages qui sont sortis de l'univers. Voilà, c'est ça. Alors, là, les nouveaux personnages, qui sont-ils? Est-ce que vous les connaissez, ceux qui sont sortis après? Il va y avoir Absolute Flash, Absolute Martian Manhunter et Absolute Green Lantern, avec des équipes créatives de qualité, mais objectivement un grand dessous, je trouve. Ouais. Absolute Flash est scénarisé par Jeff Lemire, le dessin je ne sais plus qui c'est, mais c'est joli. Absolute Martian Manhunter, c'est par Dennis Camp, qui fait aussi les Ultimate Saga, très bonne série de l'univers Ultimate, et Javier Rodriguez, moi. C'est pas Riley Rossmo, non? Ah non, c'est non, c'est une autre. C'est une autre mini, ouais. Absolute Green Lantern, c'est par Halloween et par... Ouais, les dessins, ils ont pas l'air bien non, sur le Green Lantern. C'est extrêmement laid. Non, c'est laid, franchement, c'est super moche. Je sais pas dessiner, et d'habitude, je prends des gants, mais c'est vraiment moche. Mais c'est un peu en dessous, mais il y a des bonnes choses. Par contre, derrière, sur l'avenir, je l'ai esquissé avant, et je fais une parenthèse, la ligne absolute se présente comme ça, comme des choses ultra indépendantes, y compris dans les tomes, y compris dans les séries, mais ce n'est pas le cas. La ligne absolute est dans le cadre d'un événement qui s'appelle DC All-In, qui a commencé par le DC All-In Special 1, scénarisé d'un côté par Joshua Williamson et de l'autre par Scott Snyder, et qui en fait lance la nouvelle période actuelle, dont notamment la nouvelle série de Justice League Unlimited par Mark Waid, qui fait suite à Absolute Power, qui se finit en France, donc bon, les héros vont gagner, voilà. Spoiler. Et en fait, il y a un événement très important qui se déroule dans ce one-shot et qui enclenche la création de l'univers absolu. Donc ça, c'est encore à définir de comment ça s'est passé, ce qu'il en est véritablement. Mais par exemple, la série Superman de Joshua Williamson référence, j'ai au moins vu 3 références en quelques numéros, des événements qui se passent dans le DC All-In spécial et qui concernent l'univers absolu. Il y a des rumeurs d'un événement, alors est-ce que derrière ça sera un crossover à l'ancienne, c'est-à-dire les personnages qui vont dans les chaque, ou une mini-série spéciale pour les réunir, mais très
clairement le projet de base, véritablement, c'est à un moment d'une confrontation entre la tier d'ici classique et la TR absolute. Alors, est-ce que ce sera à court terme ou à moyen terme? Je pense que vu l'énorme succès légitime de l'élite absolute, on va plus être sur du moyen terme pour pouvoir poursuivre un peu. Mais je pense que d'ici, si on regarde comme les autres, ce que fait la concurrence, va prendre des leçons de la gestion de la période Krakoa, dont on parlait en off et dont on a parlé dans des podcasts, dans le sens où Marvel, avec l'énorme succès de la période Krakoa, a voulu délayer et a retardé énormément les projets de Jonathan Hickman, et à un moment, Jonathan Hickman a dit bah, moi je me barre, en fait, tout simplement. Et je pense que pour éviter que les Scott Snyder, Jason Aaron ou Kelly Thompson, même si Kelly Thompson partira, elle n'a pas encore un grand méga hit comme les deux autres, et Jason Aaron il est un peu dans le creux, mais je pense plus à Scott Snyder pour éviter qu'à un moment il s'en aille parce qu'il en aurait marre. D'ici, il va pas trop tirer sur la corde. Donc je pense qu'à moyen terme, on va dire 2026, fin 2026, voire 2027, on aura cette rencontre, je pense. Dès que les ventes vont chuter un petit peu, en fait. Bah, ça dépend, tu vois. Là, on parlait d'avant, si tu continues à avoir du Nick Davoda, du Marcos Martin, sur du Batman qui est fun, Aiden Sherman, après il y a Mathias Deluix qui intervient dans Wonder Man, et franchement, c'est des pixels, c'est d'une beauté absolue, c'est magnifique, véritablement. Face à Sandoval qui est toujours les dessins il à fond, ça se maintient, c'est là où tu vois que le projet il est préparé. Il y a eu un peu un flottement sur le Absolute Superman parce que Raphaël Albuquerque a pas pu tout dessiner, mais Rafa Sandoval avait repris les designs, donc tout ce cara design avait été fait. Donc je pense qu'à moyen terme on va avoir cette fameuse rencontre. Voilà, c'est le mot de la fin de ce podcast. Merci Doup, merci Ben d'avoir pris le temps. On a passé à peu près 1 heure ensemble. Et ben on a tenu notre timing. Ouais. Je pense on est bien. Ça fait 2 fois d'affilée qu'on tient un timing. Et voilà, on progresse et ça c'est bien. Évidemment, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de ne pas louper les prochains épisodes. N'hésitez pas non plus à commenter, à liker. N'oubliez pas, d'ailleurs, si vous voulez nous donner votre avis sur les titres absolutes, oui. Vous avez la zone commentaire et on sera ravis de lire vos impressions. Ouais, on aime bien répondre aux gens qui nous laissent des messages. Et puis, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts, de toute manière. Merci Doup, merci Benjamin. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye.